Bienvenue à tous, bienvenue à toutes ici à Thonon-les-Bains pour ces championnats du monde d'aviron sur mer et on a Yvan Delavière qui est avec nous bien sûr pour commenter cette épreuve, ancien international et entraîneur national d'ailleurs. On a des conditions parfaites, Yvan. Oui, bonjour à tous, bonjour Patrick. Effectivement, conditions quasi parfaites sur son bassin du lac Léman avec du soleil, une température idéale pour les conditions de pratique alors qu'on voit le graphique du plan de parcours sur ce championnat du monde 2017 d'aviron de mer. Alors 6 km à parcourir et la première épreuve, la première finale, le 2 de couple masculin avec tous les concurrents au départ sur la même ligne. Attention à bien franchir la ligne fictive après le départ, bien sûr, de ne pas avoir une pénalité. Et Yvan, c'est important le départ. Pourquoi? Parce que contrairement à l'aviron classique, ensuite on va se regrouper, on va se retrouver en peloton. Hein. Oui, alors c'est important de pouvoir prendre à la fois une trajectoire idéale, mais surtout s'extirper du groupe pour pouvoir avoir des passages de bouée les plus idéalement placés et pas venir frotter les avirons et les coques, ce qui sur la discipline mer fait souvent la différence. Vous allez le constater je pense, sur les différentes courses, alors qu'on voit le passage de la première bouée avec de suite en tête les favoris attendus, à savoir les Hongrois et les Monégasques. Ouais, et puis vous avez vu surtout sur le passage à la bouée qu'on avait intérêt à se dégager devant, de manière à éviter le trafic et ensuite à trouver la bonne place, le bon timing. Alors il n'y a pas énormément de houle, hein, pas énormément de vagues, mais ça reste quand même extrêmement technique et là on voit effectivement les Hongrois en action. Hein. Oui, alors c'est très technique. Les organisateurs nous ont peaufiné un parcours vraiment très technique d'un point de vue direction et au niveau navigation, alors que là on voit les Hongrois en tête, suivi des Monégasques et des Italiens. Là nous passons à la bouée numéro 3. Voilà, ça c'est une bouée où il y a eu des erreurs très fréquentes où on peut s'écarter de la ligne et ça peut profiter si on prend une meilleure trajectoire. Oui, ça peut profiter à ceux qui connaissent un peu mieux la mer. Je pense notamment aux Monégasques qui ont une connaissance de la mer peut-être plus approfondie. Cela dit, les Hongrois sur le papier sont de meilleurs rameurs. Hein. Oui, tout à fait. Alors que là, on a vu justement la science de la mer de la part des Monégasques avec Quentin Antonielli, qui a été champion du monde à la mer et qui était médaillé de bronze l'an passé. On a vu que sur ce passage entre la bouée 3 et la bouée 4, effectivement, ils ont bien mieux négocié et ils sont repassés en tête devant les Hongrois. Donc très belle course au niveau de la science de la mer. Oui, reste à savoir maintenant s'ils vont pouvoir résister à l'emballage et au retour du 2 couple hongrois qui est redoutable, on vous l'a dit, avec Matej et Pape qui sont en train en ce moment de produire leur effort et ça devient difficile, on le voit là, pour les Monégasques. Et là en même temps on voit la préparation du virage, mais regardez comment les Hongrois, Yvan, sont en train de faire l'effort. Ah oui, les Hongrois déposent littéralement les Monégasques. Alors vous l'avez dit, les Hongrois, hein, c'est des clients en rivière. Il y a un champion du monde 2017 à l'intérieur de ce double et on a vu l'effort pour passer ces Français. Alors que là on est sur le dernier gros virement de bord que les Hongrois négocient merveilleusement bien sur les fins de parcours, le parcours où tout se joue et tout au niveau des efforts, c'est très dur. On voit à l'image la tête des Monégasques qui donne un effort complet. Ouais, et puis là on sent surtout qu'ils sont en train effectivement de lâcher. Ils auront tenu quasiment pendant 80% du parcours, mais ils craquent un peu sur la fin. Victoire logique de l'équipage hongrois devant les Monégasques qui terminent donc deuxième. Et pour la troisième place, Yvan, c'est les Italiens qui ont fait le travail au début pour se placer, mais malheureusement on fait un petit peu la course derrière, mais on voit la joie des Italiens parce que devant ça allait très vite. Regardez les écarts, 9 secondes entre les Hongrois et les Monégasques. Donc vraiment très belle course et j'ai envie de dire les Hongrois ont tenu leur rang, hein, Patrick. Oui, complètement. Les favoris, c'était eux. Et regardez la joie des Monégasques qui, je crois, étaient très heureux d'avoir tenu quasiment jusqu'au bout. Place maintenant, eh bien, au skiff, ce que vous appelez en aviron de mer le solo, mais c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul athlète, là en l'occurrence une seule athlète par bateau. Pour l'équipe de France, on va suivre évidemment Elodie Ravera
qui avait disputé les Jeux Olympiques de Rio et qui a peut-être un bon coup à jouer. Mais attention, c'est parti fort du côté de Timchenko, l'Ukrainienne. Oui, l'Ukrainienne qui est également une rameuse que l'on connaît bien, qui était également au championnat du monde à Sarasota dans un 4 de couple, qui a terminé devant le bateau français, alors qu'on a vu un gros départ, effectivement, elle a creusé pour pouvoir gérer au mieux tous ces virements, alors que regardez les difficultés. Oh là là, gros problème de trafic au niveau des virages, et là ça fait très très mal. D'où l'intérêt bien sûr de prendre un départ le plus canon possible, c'est ce qui s'est passé pour Timchenko. Après pour les autres, c'est un peu la loterie quand même, ça devient un peu compliqué au niveau du virage de bouée. Hein. Oui, donc c'est pour ça qu'on est vraiment sur de la stratégie de navigation qu'on n'a pas du tout sur l'aviron de rivière, et on a vu qu'Elodie Ravera a été complètement sortie de la course à ce moment-là, puisqu'on ne la retrouve pas dans les 3 premières places. Là, on retrouve à ce passage de bouée une Française qui revient sur l'Allemande, qui est actuellement 3e à ce moment-là du parcours. Et regardez l'effort de la Française pour pouvoir, sur ce bord-là, faire le gros effort pour tenter d'aller chercher la médaille de bronze. Oui, c'est remarquable ce que fait Elodie Alfred, alors que devant, bien sûr, l'Ukraine a quasiment course gagnée et qu'on voit qu'en 2e position, c'est l'Irlandaise Monika Tukarska. Mais c'est la 3e place, bien sûr, qui nous intéresse avec Edwige Alfred, qui, on ne le voit pas sur cette image malheureusement, est en train de faire un retour superbe et qui en tout cas a déposé l'Allemagne. Oui, très très belle course d'Edwige, Edwige qui a déjà été championne du monde à la mer en solo, multiple médaillée mondiale, donc elle connaît très très bien ses finales. Là, l'Ukrainienne est partie de bout en bout, elle a mené cette finale devant l'Irlandaise qui, rappelons-le, est la championne du monde en titre 2016. Ouais, il n'empêche que Timchenko n'aura eu véritablement aucun adversaire dans cette finale. La preuve, là, elle peut prendre vraiment tout son temps pour négocier cette bouée numéro 10. Regardez, les écarts sont faits et on voit surtout que Edwige a complètement déposé l'athlète allemande. Oui, Edwige qui a fait l'effort au bon moment, vraiment sur un bord pour pouvoir tuer toute espérance pour cette rameuse allemande. Et vraiment, c'était une très très belle performance pour Edwige compte tenu des incidents et de tout ce qui s'est passé sur cette course. Elle ouvre le compteur pour la France. Donc c'est le premier podium pour la France aujourd'hui. Oui, on la voit là, Edwige qui coupe donc la ligne virtuelle en 3e position. Et comme c'est une athlète formidable, elle va bien rendre aussi hommage quelque part à Elodie qui était la favorite. J'ai profité de la faute d'Elodie pour envoyer. Comme quoi, une course à se finir à la fin et voilà, je suis content. Bravo pour le team Chablais Aviron, première médaille, ça ouvre le compteur pour les copains. Oui, du spectacle, il y en avait à Thonon, mais voilà, incontestablement la course la plus spectaculaire maintenant. Le 4 barré, donc, c'est la seule course où il y a un barreur au programme. Et là, il y a véritablement du lourd. Yvan, ça va être très très serré du début jusqu'à la fin. Oui, c'était une course qui était attendue très dense au niveau des écarts et on assiste là, regardez, il y a très peu d'écarts qui se font sur le départ, il faut savoir s'extirper. On voit les Italiens en bas qui ont fait un énorme départ pour pouvoir s'enlever de la meute, mais regardez en haut de l'écran tout cet amas de bateaux qui sont quasiment bord à bord. Alors je vous rappelle qu'il faut essayer de ne pas taper pour ne pas prendre de pénalité. Donc il va y avoir du passage de bouée qui va être compliqué. On va essayer de suivre ça, mais en tout cas, il y a de l'intérêt dans cette course. Ouais, moi l'angoisse, ça va être au passage de la bouée, parce que pour l'instant tout va bien, on est en ligne. Mais c'est lorsque il va falloir virer que ça va devenir compliqué. Alors évidemment pas pour l'équipage italien, qui comme vous l'avez dit Yvan, a pris ses aises au départ, les deux équipages italiens d'ailleurs, hein, les Italiens qui font 1 et 2, mais alors après bonjour l'angoisse hein, pour s'y retrouver au niveau du passage. Regardez-moi ça, un embouteillage. Alors, regardez un petit peu sur les passages de bouée, on voit qu'il y a des bateaux qui sont complètement arrêtés, notamment la mixte Nice-Magellan qui était attendue dans les favoris. Regardez, ils sont tout debout derrière, complètement stoppés dans le trafic. C'est ça aussi l'aviron de mer. Voilà la beauté de l'aviron de mer, c'est tous ces passages de bouée et l'importance aujourd'hui de la direction et de la navigation. Oui, mais est-ce que tout ça, ça ne doit pas se travailler en amont? Parce que c'est vrai que se retrouver dans le paquet là, bah, c'est quasiment terminé pour espérer remporter la course. Mais là, il faut bien le dire, Yvan, clairement,
les Italiens sont au-dessus du lot. Hein. Ah, les Italiens ont maîtrisé la stratégie, la tactique au niveau... alors il faut pouvoir le faire hein, parce qu'il faut réussir à s'extirper, alors que là on revoit un autre passage où là c'est les Tchèques qui font les frais du passage où ils sont pris en sandwich, ils sont obligés d'attendre que le trafic se dégage pour repartir. Le rôle du barreur, parce que c'est la seule course où il y a un barreur, qu'est-ce qu'il apporte de plus-value? Alors le barreur, c'est par exemple lui qui va être capable de remettre un petit coup de boost à son équipage justement avant un passage de bruit s'il sent qu'il peut se faire coincer ou pouvoir prendre la meilleure trajectoire. Donc c'est vraiment le stratège dans ces équipages. Et, les rameurs ont la chance de ne pas s'occuper du tout de la direction. Donc il y a un rôle fondamental dans le 4 barré. Et le rôle fondamental des Italiens qui sont en train de donner la leçon au reste du monde. On le voit avec leurs deux équipages et surtout celui-là en tête avec Tedesco, Morganti, Sligidi, Ducci et Guidia qui sont en train véritablement d'éclabousser de leur talent cette finale du 4 barré. Oui, les Italiens vont s'offrir un doublé maintenant, c'est quasi certain, sur cette finale du 4 barré. Deux équipages aux deux premières places, vraiment nette nomination aujourd'hui de l'Italie sur ce championnat du monde 2017. Est-ce qu'il y a une petite déception côté français par rapport à cette course qui est quand même la course un peu reine? Alors on avait un équipage qu'on attendait avec nos jeunes espoirs du team Chablais numéro 1 avec Maxime Ducret notamment qui revient du championnat du monde, qui était à la nage du 4 de couple et qui finit demi-finaliste. Mais les championnats à la mer, c'est quand même un championnat qui change. Il faut s'habituer à tous ces côtés stratégiques et passages de bruit qu'on n'a pas du tout en ligne puisqu'on ne s'occupe pas de la direction. Alors, les gens qui nous regardent sur François, qui nous font l'amitié de nous regarder, vont dire bon, vous êtes gentils, championnat du monde de mer, on est sur un lac. Oui, alors effectivement, nous, le lac Léman, on est sur le lac Léman, ce qu'on appelle une mer intérieure, hein, puisque c'est un lac qui, quand les conditions sont compliquées, ressemble à des... C'est presque plus dur de naviguer sur le lac Léman quand il y a la bise qui se lève que sur la Méditerranée. Hein. Et là, disons que les conditions sont quand même extrêmement favorables. Est-ce que ça nivelle les valeurs ou est-ce que c'est plus compliqué lorsqu'il y a de la vague? Je ne sais pas. Non, alors là, clairement, ça avantage effectivement les rameurs de rivière sur les longs bords quand il y a plus de 1000 mètres à aller faire. Par contre, je vous l'ai dit, les organisateurs ont tracé un parcours très très technique. Donc ce qui a fait que ça a un petit peu nivelé, mais effectivement les conditions telles qu'on a eues aujourd'hui ont favorisé les rameurs de rivière. En tout cas, l'Italie qui s'offre un doublé de prestige dans ce 4 barré et la troisième place pour le Portugal. Les Portugais qui ont remarquablement également tiré leur épingle du jeu. Ce n'était pas évident au départ, on l'avait vu, avec les problèmes de trafic. Il y avait du monde, il y avait du public à Thonon, le temps était absolument magnifique. Et vous le voyez, les images sont belles avec ce spécial effet Laurent Bourdu, que le monde nous envie du reste. Alors, on va passer au costaud solo, la finale. Ah non, là on est encore en deux là. Ah oui, je suis allé. Le double Oui, féminin. j'étais pressé d'aller voir le costaud solo, mais ce sera le dernier. Là pour l'instant, c'est le 2 de couple féminin, avant-dernière finale au programme avec France 4, qui est pas mal. Alors avec nos spécialistes françaises, Diane Delallot et Nathalie Collet de la Société Nautique de Lagny, qui sont 2 fois championnes du monde et 2 fois vice-championnes du monde à la mer, qui sont des spécialistes vraiment clairement de cette pratique et qui, au niveau stratégique, on l'a dit depuis le début, il faut partir fort et elles ont cette capacité de faire le premier bord toujours très fort pour pouvoir se placer. Ce qu'elles font, regardez, elles sont tout de suite en tête avec Espagne 3, Russie là-bas, tout là-haut. Les favorites à annoncer sont les Russes, mais regardez les Françaises qui sont en tête à ce moment-là de la course, qui sont parties fort. Oui, alors c'est Nathalie Collet et Diane Delallot. Et maintenant, il va falloir tenir parce que j'ai l'impression que la Russie a mis un peu le turbo là sur le côté. Les Russes se sont légèrement dégagés au passage de la première bouée. Oui, mais les Russes, leur point faible, c'est la navigation, alors que là, on voit qu'elles prennent très large à l'inverse des Françaises qui les passent à l'intérieur. Bien joué, bien joué. Oui, et la erreur de navigation des Russes qui va certainement profiter à Nathalie et Diane. Il va falloir optimiser cette erreur de l'adversaire et peut-être se retrouver en tête avec une grosse pression alors qu'on en est quand même qu'au début de course. Hein.
Oui, alors c'est un vrai avantage pour elles. Alors maintenant, les Russes sur les longs bords, je pense elles sont au-dessus de Diane et Nathalie d'un point de vue physique. Hein. C'est un très très bel équipage. Donc leur point faible, c'est la navigation. Alors que là, on voit les vagues un petit peu qui se creusent et la difficulté d'un effort long pour pouvoir aller jusqu'au bout de ces 6 km. Alors, toujours pareil, hein, lorsque vous n'êtes pas extirpé en tête de course, ce sont les problèmes de virage en groupe, donc les problèmes de trafic qui peuvent évidemment être catastrophiques. On voit d'ailleurs l'équipage tchèque, là, la rameuse de devant qui se prend la tête entre les mains, elle a vraisemblablement cassé un aviron. Hein. Ah oui, là il y a eu un fait de course, je pense qu'il y a eu un bris de matériel parce qu'elle repart même pas. Donc voilà ce qui peut se passer sur des virements, des incidents techniques et des incidents matériels qui peuvent arriver sur l'aviron de mer. Et là les Russes sont en train de faire l'effort de revenir sur l'équipage français. Ça va être dur de résister à l'emballage russe. Ouais, les Russes qui là maintenant clairement se sont installés au commandement au passage de cette 4e bouée. Il n'y a pas eu d'erreur pour elles d'un point de vue navigation. Derrière, on voit que les Françaises sont bien placées, alors que sur la 3e place, on voit les Espagnols et les Françaises, Joséphine et les 2 sœurs de Cornou d'Anjou, qui ne sont pas tout à fait bien placées. Il va falloir qu'elles redressent pour prendre la bouée dans le bon sens. Et elles perdent du temps, on le voit là, elles ne sont pas sur la bonne trajectoire. Et c'est tout le problème évidemment d'arriver à la fois à gérer son effort et en même temps à gérer la navigation. Alors est-ce que c'est plus celle qui est derrière qui navigue, hein? Oui, alors vous savez que l'aviron, on se déplace sans voir où l'on va, donc ça veut dire qu'il y a forcément une rameuse qui est obligée de se retourner. En l'occurrence, souvent c'est la rameuse qui est positionnée au numéro 2, puisque derrière ça lui ouvre son champ de vision et elle voit où elle va. Sauf qu'en mer, eh ben, avec toutes les vagues qu'il peut y avoir, eh ben, on n'a pas forcément la visibilité des bouées et de la bouée à aller chercher, et surtout on n'a pas de couloir. Les Russes devant donc, avec Yulia Volgina et Olga Kalaleva. Normalement, ça devrait aller jusqu'au bout. On sent bien sûr, on sent la fatigue. Hein. On sent la fatigue. L'idée, c'est évidemment de répartir son effort. Alors qu'on voit, Patrick, on voit là-bas à l'écran les Tunisiennes, attention, qui reviennent oui, sur en les vert, Espagnols. là, en Regardez. vert. Oui, oui. Les Tunisiennes qui sont en train de revenir très très fort. Ça va être une grosse bagarre pour la 3e place. Pour la 1re place, c'est déjà dans la poche pour Yulia et Olga. Et puis la très très belle nouvelle, hein, c'est la médaille d'argent pour Nathalie Collet et Diane Delalo. Oui, 5e médaille mondiale pour ces deux rameuses de la Société nautique de l'Anis. C'est tout à leur honneur. Bravo à elles. Regardez, elles finissent très très fort hein, sur un bel enlevage, comme on appelle. Voilà, elles montent l'allure jusqu'au bout, hein, pour rien lâcher. Et la 3e place, donc est-ce que les Tunisiennes vont sur le fil venir apporter une première médaille au continent africain? C'est toute la question maintenant. Elles ont fait en tout cas une course très intelligente. Mais non, il va leur manquer un petit quelque chose à l'emballage quand même. Hein. Ah ouais, il va pas. Vraiment, elles ont fait un énorme retour. Les Tunisiennes qui terminent cette année 4e place, elles étaient montées sur la 3e place. La Tunisie était montée sur la 3e place l'an passé, mais pas avec le même équipage. Voilà donc Russie, l'ANI et le Real Club Méditerranée espagnol. Il y a une vraie délivrance, ça. Je suis super contente parce que c'était une course super dure. On a essayé d'accrocher les Russes le plus longtemps possible, mais on a vu qu'elles étaient très solides et derrière ça revenait hyper vite. Donc ouais, on est super contente de toute manière, même si c'est argent, on est super contente. C'est super content. C'est très physique parce qu'il n'y a pas de vagues. Du coup, on ne surfe pas forcément les vagues comme on a l'habitude. Donc très physique, mais voilà, on s'est battu jusqu'au bout et on ne s'est jamais dit que c'était acquis. Donc on est très très contente de ce qu'on a fait. Ouais. Voilà, je vous le disais, il reste une course au programme, le skiff, le solo masculin pour en terminer avec ces superbes championnats du monde organisés, remarquablement organisés d'ailleurs, dans cette très jolie ville de Thonon. C'est la 2e fois hein, que la France organise les championnats du monde, Yvan. Oui, 2007, la première édition était à Cannes-Mandelieu, alors que là on assiste au départ de la dernière course, le solo homme. Donc avec toujours pareil, hein, la même stratégie à tenter d'opérer pour les différents concurrents, à savoir s'extirper pour pouvoir maîtriser cette direction et les passages des bouées. Allez, qui est le plus costaud? Là, c'est vraiment une affaire d'homme fort, en tout cas sur le début de course. Après, il faudra parler navigation, mais pour l'instant, c'est la place au costaud. Oui, alors qu'on voit que très vite, le russe se porte aux avant-postes. Il avait gagné son éliminatoire. Attention à lui, et le Péruvien également, vice-champion du monde en titre.
Donc attention à lui, c'est un redoutable adversaire et surtout c'est quelqu'un qui sait très très bien passer les bouées. Il a une navigation qui est quasi parfaite. Alors on va voir si le Russe n'a pas eu un peu les yeux plus gros que le ventre, est-ce qu'il n'est pas parti trop vite. En tout cas il a pris tous les risques pour justement essayer de s'extirper du peloton et de profiter donc de passages un peu plus faciles que maintenant. Regardez, où là c'est évidemment un peu plus compliqué. Ouais, alors que là on voit les vagues, regardez un petit peu cette houle qui s'est formée là maintenant pour cette course du solo homme. Regardez, un coup je te vois, un coup je te vois pas. Voilà, c'est ça l'aviron de mer, c'est ça qu'on aime voir également sur les conditions. Et là je peux vous dire que pour tenir sa trajectoire c'est compliqué, il faut se retourner souvent et il faut bien maîtriser son embarcation. Ouais, c'est à peu près la seule fois hein, où on a vu des vagues de cette importance. Et c'est vrai qu'on peut regretter que pour une fois que la météo ait été si radieuse, parce que la semaine passée à Thonon, c'était exactement l'inverse au niveau des conditions météo. La Russie toujours? La Russie qui arrive à la deuxième bouée, largement en tête, on va dire, sur cette première bouée, alors que l'Italien à l'intérieur, regardez l'Italien à l'intérieur, ce beau virement de bouée qu'il fait pour repartir en tête, enfin en deuxième position clairement, alors que les autres sont obligés de faire l'extérieur. Et le voilà du coup qui se retrouve bord à bord avec le Russe, et là c'est vraiment à l'intox, ça va se jouer. À l'intox, c'est l'Italien qui passe, et alors là pour le coup, moralement pour le Russe c'est terrible. Hein. Ah, l'Italien dépose littéralement le Russe sur ce bord, vraiment là des superbes images, on a vu toute la technicité et la puissance de l'Italien face au Russe. Alors que là, on voit quand même que le Russe, au niveau de la navigation et du passage, il est toujours limite, il perd beaucoup de temps. À l'inverse, regardez derrière le Péruvien, comment il revient vite, et l'Italie, l'Espagnol. L'Espagnol maintenant qui est champion du monde en titre. Alors le risque évidemment, c'est que le Russe perde tout. Alors qu'il était parti en tête, le voilà maintenant dépassé, déposé, il n'est plus que troisième parce que le Péruvien est en position de passer le Russe et quasiment à l'arrêt, il n'en peut plus. Ah là, le Péruvien nous a fait un virement d'école, vraiment il a coincé le Russe qui a été obligé de se stopper complètement, et le Péruvien qui arrivait bord à bord est ressorti avec une longueur sur cette bouée, vraiment magnifique virement du Péruvien. L'Italie qui désormais a quasiment en course gagnée, le Pérou en deuxième position. La question c'est de savoir si la Russie va réussir à conserver la troisième place. Oui, on voit l'Espagnol, Patrick, on voit l'Espagnol qui est tout près du Russe, là, sur le passage de cette bouée, la vue qu'on a regardé, l'Espagnol qui fait l'intérieur au Russe. Il va tout perdre. Il va finir par tout perdre, le Russe qui était parti en tête, alors que le Péruvien va assurer la médaille d'argent. Donc là, on est sur un autre Péruvien qui était un petit peu en déperdition. On avait 3 Péruviens sur cette finale, Patrick. C'est à noter pour l'essor de l'aviron mondial. Donc ça, c'est une très bonne chose. Alors que là, on voit le Péruvien et effectivement l'Espagnol qui a complètement déposé le Russe sur ce bord. Ouais, et qui va terminer troisième, loin quand même derrière l'Italie, qui s'impose donc dans cette ultime finale, en tout cas qui est en position de le faire. Devant le Pérou, le Péruvien ayant compris qu'il faudrait sécuriser cette deuxième place, mais qu'il ne pourra pas revenir sur l'athlète de tête, l'Italien ayant parfaitement maîtrisé cette finale. Ah oui, l'Italien était clairement au-dessus du lot, tant techniquement qu'en termes de puissance. On l'a vu sur le bord à bord, notamment avec le Russe. Très belle victoire de l'Italien. Simone Martini de Padoue, champion du monde d'aviron de mer. On voit toute la joie de l'Italien, il sait qu'il a fait marquer un grand coup, et le Péruvien qui vient une nouvelle fois chercher une très belle médaille d'argent. Eduardo Linares Ruiz, deuxième, l'Espagne troisième, et malheureusement pour le Russe, pas récompensé la quatrième place. Et vous voyez l'aviron, c'est quand même un sacré effort. Padoue, le club universitaire de régate et le Real Club Méditerranée. Voilà pour ce dernier podium. Merci Yvan de nous avoir accompagnés dans ces championnats du monde d'aviron de mer. J'espère que ça vous a plu, amis de François. En tout cas, nous, on est encore sous le charme avec des podiums, bien sûr, pour conclure, et notamment les Françaises en exergue. Et on peut les féliciter, hein, c'est leur 5e podium. Féliciter également leur entraîneur Jacques Lesage, qui est très connu dans le milieu de l'aviron, alors que là on a Edwige Alfred qui également vient nous chercher une deuxième médaille pour la France sur ce championnat du monde 2017 avec une belle médaille de bronze. La jeune maman, je peux vous dire qu'elle est contente. Merci à tous.